Et c'est Mélina Fachin qui nous présente le journal de 7 heures. Bonjour Mélina. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors on le disait, il avait repris la tête d'Al-Qaïda après la mort d'Oussama Ben Laden. Ayman al-Zawahiri est mort. Abattu ce week-end en Afghanistan, c'est ce qu'a annoncé cette nuit le président américain Joe Biden à la télévision. Notre communauté du renseignement a localisé al-Zawahiri un peu plus tôt cette année. Il s'était installé dans le centre de Kaboul pour retrouver les membres de sa famille proche. Il y a une semaine, j'ai donné l'autorisation finale pour l'éliminer. La mission a été un succès. Ce soir encore, nous disons clairement que peu importe où vous vous cachez, si vous êtes une menace pour notre peuple, les États-Unis vous trouveront et vous élimineront. Joe Biden qui souhaite que la mort du chef d'Al-Qaïda permette aux familles des victimes du 11 septembre de tourner la page, puisque Ayman al-Zawahiri était directement impliqué dans ces attaques, Alexis Guilleux. Oui, Ayman al-Zawahiri était considéré comme la colonne vertébrale d'Al-Qaïda, adjoint d'Oussama Ben Laden. C'était l'idéologue du groupe terroriste, le cerveau des attaques du 11 septembre. Il avait pris la tête du réseau islamiste il y a 11 ans après la mort de Ben Laden. Washington offrait 25 millions de dollars contre tout renseignement pouvant mener à son arrestation ou à son élimination. La frappe de samedi a été menée par la CIA grâce à un drone dans le centre de Kaboul. D'après des experts, un missile d'extrême précision muni de lames a été utilisé, permettant de ne faire aucune victime collatérale. C'est donc une victoire pour Joe Biden et une réussite pour le renseignement américain. Alors que les États-Unis ne sont plus présents sur le sol afghan, il y a un an après la sortie chaotique du pays par l'armée américaine, Joe Biden avait prévenu « Les États-Unis seront toujours capables de frapper les terroristes ». Reste désormais à savoir comment vont évoluer les relations de Washington avec Kaboul, car un haut responsable de la CIA affirme que la maison où vivait al-Zawahiri appartenait à un collaborateur d'un chef taliban. Cet officiel américain dénonce une violation claire des accords de Doha, ces textes signés en 2020 entre Washington et les islamistes afghans. Le récit d'Alexis Guilleux, notre correspondant aux États-Unis. Aux États-Unis toujours, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, laisse planer le suspense sur sa venue à Taïwan. Elle vient, il y a quelques minutes, d'atterrir en Malaisie. Une escale sur l'île de Taïwan, revendiquée par la Chine, paraît de plus en plus probable. Elle serait perçue comme une provocation par Pékin. Il y a quelques jours encore, le président chinois avait appelé la Maison-Blanche, je cite, à ne pas jouer avec le feu. Emmanuel Macron réitère son soutien sans faille à l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie. Le président français s'est à nouveau entretenu hier avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Un coup de téléphone d'1h30 depuis le fort de Brégançon où Emmanuel Macron passe en ce moment ses vacances. On ne connaît pas encore son programme des prochains jours. Va-t-il recevoir des chefs d'État dans sa résidence d'été ? C'est en tout cas une habitude qu'il avait prise lors de son premier mandat, Alexandre Chauveau. Oui, et la visite la plus marquante fut sans doute celle de Vladimir Poutine en 2019. Arrivé en hélicoptère, le président russe offre un bouquet de fleurs à Brigitte Macron et salue chaleureusement ses hôtes. À cette époque, la Russie est déjà exclue du G7 depuis l'annexion de la Crimée et Emmanuel Macron travaille à son rapprochement avec l'Europe. La relation de la France et de la Russie est absolument déterminante. Je sais tout ce qui a pu nous séparer, les malentendus des dernières décennies. Je sais aussi les débats qu'il y a sur la relation avec l'Occident. Je sais une autre chose. C'est que la Russie est européenne, très profondément. Et nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok. Mais l'ambiance se refroidit assez vite. Interpellé sur les arrestations de manifestants russes à Moscou, Vladimir Poutine fait un parallèle avec le maintien de l'ordre opéré en France pendant les manifestations des Gilets jaunes. Ça ne se passe pas qu'en Russie. Je suis invité par le président français, alors je suis un peu gêné de le dire. Mais vous savez que pendant les manifestations de Gilets jaunes, plusieurs dizaines de personnes ont été blessées. Et on ne veut pas que des événements pareils arrivent dans la capitale russe. Alors Emmanuel Macron a aussi accueilli Theresa May en 2018 pour négocier les contours du Brexit. Les deux chefs d'État échangent alors dans la cour extérieure du fort, bercé par le chant des cigales, un cadre plus informel que l'Élysée. Cadre qui enchantera Angela Merkel à l'été 2020 en pleine épidémie de Covid-19. Le plus bel endroit du monde, dit la chancelière, confirmant la réputation du fort de Brégançon, surnommé l'Élysée d'été. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. 7h et bientôt 6 minutes sur Europe 1. L'actualité, c'est aussi encore et toujours la chaleur et la sécheresse qui touchent presque tout le pays. Et l'inquiétude est forcément vive lorsqu'on voit les feux de forêt qui se multiplient cet été. En Haute-Corse, hier encore, un incendie a parcouru 450 hectares de maquis sans toucher d'habitation. La Girondelle est repassée en alerte maximale après les deux immenses incendies qui ont ravagé près de 30 000 hectares ces dernières semaines. Le préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité, Martin Guespro, appelle tout le monde à rester extrêmement vigilant.
L'idée est simple, c'est qu'on peut commettre un impair très grave par simple inadvertance. Et c'est pour ça que la seule solution, c'est de s'écarter du massif. Encore une fois, un simple mégot qui est jeté, une étincelle qui vient d'un moteur, puisqu'on sait que le feu terrible de la Thèse de Buch a été allumé par un véhicule qui a d'abord eu une étincelle, puis pris feu, puis mis le feu à la forêt. La personne était évidemment bien involontaire dans cette action, mais qui est tout de même très grave. Il faut savoir qu'on met des moyens énormes. On survole parfois le massif dans ces jours de fort risque pour détecter le moindre départ de feu. Depuis le ciel, on le voit. Peu le savent, on a des tours de guet avec des pompiers qui sont en haut des tours, des espèces de miradors, pour observer la forêt et voir dans la brume d'un jour très chaud les moindres fumerolles. Malheureusement, des jours de canicule, c'est aussi des jours de redépart de feu. Il y a encore plusieurs centaines, je dis bien, départs de feu par jour dans la zone qui a déjà brûlé. On a une forêt qui est vraiment dans un état d'allumettes sur pied, extrêmement risqué. Propos recueillis par notre correspondant en Gironde, Stéphane Place. Ouais, c'est effectivement le retour de la canicule pour la 3e fois depuis le début de l'été. On va largement dépasser les 35 degrés dans le sud aujourd'hui et la majorité de la France sera concernée par ces fortes chaleurs, surtout demain et jeudi. Tout cela va de pair avec une sécheresse exceptionnelle. Le mois de juillet qui vient de se terminer a été le plus sec depuis 1959. Si nous sommes capables de dire cela, c'est grâce au relevé météorologique. Ça paraît évident, mais fut un temps où il n'existait pas, Louise Douillet. 1959, des dizaines de réservoirs de pluie sont installés partout en France. Avant cela, pas de relevé de précipitations précis, les épisodes de sécheresse se découvrent dans les livres d'histoire, explique le climatologue Jean-Michel Soubérou. Il y avait par exemple des processions qui étaient organisées pour faire pleuvoir, certains récits racontaient que les fleuves étaient à sec, etc. Aujourd'hui, Météo France travaille à partir de réservoirs appelés Auger. Ils recueillent l'eau de pluie et transmettent les relevés de façon automatique depuis 30 ans. Donc chaque fois qu'il est tombé 0,2 mm, l'Auger bascule et il y a un compteur qui compte le nombre de bascules. Ce décompte des bascules, il se fait toutes les minutes et les données sont transmises toutes les heures. Chaque jour, on est capable de dire quel a été le bilan des précipitations de la veille. Finalement, ça fait la une de l'actualité parce qu'on atteint des niveaux records, mais ce travail-là, il est utile au quotidien pour tous ceux qui ont leur activité qui est climato-sensible ou météo-sensible, que ce soit pour l'agriculture, pour les acteurs de l'énergie, notamment tout ce qui est hydroélectricité, de façon à prendre les bonnes décisions. Toutes les professions de plein air consultent ainsi ces relevés par souci d'efficacité, et ce, dans toute la France, alors même que 93 des 96 départements de métropole sont actuellement en alerte sécheresse. Louise Douillet du service reportage d'Europe 1. Camaïeu, à nouveau placé en redressement judiciaire 2 ans à peine après sa reprise. L'enseigne de prêt-à-porter nordiste explique avoir été frappée de plein fouet par la crise du Covid. La marque emploie quelques 2500 salariés dans plus de 500 magasins en France. Un mot de football avec un match important ce soir pour Monaco qui entame son parcours en Ligue des Champions. Le club de la Principauté affronte à 20h les Néerlandais du PSV Eindhoven en barrage aller d'accession à la compétition européenne. Et puis au classement des animaux les plus craquants, les plus amusants, c'est toujours le panda qui sort grand vainqueur. Bah oui, qui ne les aime pas. Au zoo-parc de Beauval, les petites jumelles pandas Yuan Doudou et Juan Lily sont des stars et elles fêtent aujourd'hui leur premier anniversaire. Elles auront même droit à un gâteau, Clément Barguin. Dans leur enclos spécialement aménagé avec des plantes venues de Chine, les 2 petites boules de poils, Yuan Doudou et Wan Lily, s'apprêtent à souffler leur première bougie sous le regard attendri de Rodolphe Delors, le directeur du zoo de Beauval. Il y a un an, elles pesaient 142 grammes et là, elles pèsent 24 et 29 kilos. Elles sont absolument adorables. On les voit jouer toute la journée entre elles, jouer avec leur mère ou dormir. Et là, ce matin, elles vont déguster leur gros gâteau d'anniversaire à base d'eau, de bambou, de sirop. Un spectacle auquel pourront assister les 15 000 visiteurs attendus pour cette journée d'anniversaire. Il faut dire que les jumelles pandas attirent les foules. Il y a des visiteurs qui traversent la France, Europe pour voir les pandas. Je ne connais pas un animal qui fascine autant. On voit des visiteurs arriver se mettant un peu heureux d'émotion devant les pandas. Des visiteurs qui se sont fait tatouer les bébés pandas sur les bras. Enfin, c'est totalement hallucinant. Des visiteurs qui seront eux aussi gâtés. 5 tickets d'or glissés dans les plans papier distribués à l'entrée du parc leur permettront de découvrir les coulisses du zoo et d'être au plus près des pandas géants en compagnie des soigneurs. Clément Barguin, notre spécialiste panda pour un jour. Rappelez-moi les prénoms des 2 pandas. Yuan Doudou
et Juan Lili. Bravo, bien prononcé. Allez, on finit ce journal en musique, Mélina. Toute cette matinale, on rend hommage forcément à Michel Berger. Le chanteur iconique est mort il y a 30 ans jour pour jour, foudroyé par une crise cardiaque à 44 ans. 44 ans, c'est jeune, et pourtant Michel Berger aura eu le temps de marquer toute une génération, bien plus encore. Ses titres sont indémodables. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Je me retiens de chanter, Lionel. Oh non. Non, je ne vais pas vous infliger ça. Michel Berger dans le journal de Mélina Fachin. Merci Mélina, à tout à l'heure. À tout à l'heure.